Dans une autre vidéo, nous avons vu comment faire l'analyse détaillée d'un exercice sur un exemple simple. L'objectif de cette vidéo est de vous illustrer cette même étape, mais cette fois sur un exercice d'examen, tel qu'il pourrait être donné à des étudiants de première année à l'EPFL en physique générale 1. Cet exercice est un exemple typique de problème complexe pour lequel il n'y a pas de solution évidente au premier abord. C'est donc le fait de l'analyser en détail qui va nous aider à identifier comment l'aborder. Comme pour l'autre exercice, je vous propose tout d'abord de télécharger l'énoncé de l'exercice depuis le MOOC afin de pouvoir suivre les explications. Cet exercice comporte peut-être des concepts que vous ne connaissez pas encore, et c'est pas grave, car rappelez-vous que l'objectif ici n'est pas la physique, mais bien la méthode. Donc, concentrez-vous sur les étapes qui sont présentées pour analyser le problème et faites-en une liste. Nous reviendrons sur cette liste à la fin de la vidéo. La première étape consiste à analyser en détail l'énoncé de l'exercice. Cet énoncé est assez long, mais il est très important de le lire entièrement, et en particulier de lire toutes les questions jusqu'au bout une première fois, avant de commencer à résoudre le problème, pour se faire une première idée de l'objectif à atteindre. Pendant votre lecture, vous pouvez souligner les termes importants dans l'énoncé et annoter la figure proposée pour prendre des notes des éléments à ne pas oublier. Alors, soit au X un axe vertical pointant vers le bas. Pointant vers le bas, je le souligne parce que habituellement les axes pointent plutôt vers le haut et donc quand ils pointent vers le bas, il y a des problèmes de signes qui peuvent arriver. Ok, donc au X, au Y, un axe horizontal, A, un point fixe. Donc A est fixe. De coordonnées XA. Un point matériel P qui est là, de poids mg qui est là, est contraint à rester dans le plan XY. Ça, c'est une contrainte probablement importante qui veut dire que je vais manipuler un espace à 2 dimensions et non pas à 3. Donc je vais le noter, contrainte dans le plan XY. Ok. Donc ce point matériel P est relié au point O par une tige rigide sans masse de longueur L. Donc ceci est une tige rigide sans masse de longueur L. D'accord? Qui peut pivoter librement autour du point O. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que cette barre ici va pouvoir bouger dans le plan. Et donc, elle pourrait bouger comme ça, par exemple. Okay. D'accord, donc P est relié au point O, ok, et au point A par un ressort de constante élastique K. Ok, donc on a constante élastique ici. Et de longueur à vide nulle. Ok. On néglige tous les frottements. Alors ça, c'est une hypothèse importante, donc je vais la noter ici. Ok, donc j'ai lu l'énoncé, je vais maintenant lire toutes les questions pour me faire une idée du but de l'exercice. Alors, question A, exprimer l'énergie potentielle totale du point P. Donc là, ça me donne un indice sur la méthode que je vais pouvoir utiliser pour résoudre l'exercice qui se base sur l'énergie potentielle. Ok. Prenant en compte les forces conservatives, donc il faudra que je me souvienne de la définition. Chercher toutes les positions d'équilibre, d'accord, du mouvement. Discuter la stabilité de ces positions en fonction de XA. Donc XA va être certainement un paramètre des équations. Trouver la pulsation des petites oscillations. Donc ça me donne des indices sur le mouvement de P, même si pour l'instant, je n'ai pas encore une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. En tout cas, je sais que le système étudié, c'est probablement P, et que son mouvement va comporter des oscillations. Que c'est donc probablement un mouvement harmonique. Je fais ici appel à mon cours. Ok. Calculer la vitesse minimale.
ça va être l'objectif de cette question, à donner au point P à partir d'une position d'équilibre pour qu'il fasse le tour complet autour de O. Donc ça me donne une information importante, c'est-à-dire que le point P va être capable de faire un tour complet autour de O, ce qui probablement va être un mouvement circulaire puisque cette tige-là est rigide. Et donc le ressort va attirer et repousser le point P et donc probablement l'accélérer à certains endroits. Okay. À quelles conditions la coordonnée XA? Donc j'ai bien identifié que XA va être un paramètre important dans les équations. Doit-elle satisfaire pour que le mouvement du point P soit circulaire uniforme? Donc ça c'est une information très importante qui confirme que le point P va donc faire un mouvement circulaire que je vais dessiner maintenant. Autour du point O. Donc, le point O est le centre de ce cercle. Voilà, j'ai fait une première lecture détaillée de l'énoncé, y compris l'ensemble des questions. On a vu que cette première lecture complète était utile puisqu'elle m'a donné des indices pour la suite de la résolution. On a vu par exemple ici que les questions m'ont donné une idée du mouvement qu'allait suivre le point P et que l'objectif de l'exercice était d'étudier ce mouvement. Les questions m'ont aussi donné une idée de la méthode à suivre pour étudier ce mouvement en différentes étapes en partant de l'énergie potentielle. Gardez en tête que généralement les questions des exercices sont conçues pour vous aider et pour vous orienter dans la bonne direction pour la résolution. Vous verrez qu'en général, les premières questions vous aident souvent à faire l'analyse du problème et les dernières questions sont souvent faites pour vous aider à vous faire penser à vérifier votre résultat. L'étape suivante consiste maintenant à faire un schéma. Voici un premier schéma. Vous voyez que j'ai fait figurer moins d'informations que dans le schéma fourni avec l'énoncé, et c'est volontaire. En fait, l'objectif est de ne faire figurer que les informations qui sont utiles à un instant donné, or j'en suis au tout début de l'analyse. Par la suite, je pourrais toujours enrichir ce schéma, ou bien en faire un autre pour faire figurer d'autres informations. Avant de m'attaquer à la liste des informations connues et inconnues, je vais rappeler en haut quel est le système choisi, que nous avons vu pendant l'analyse de l'énoncé, et quel était l'objectif. Je vais maintenant lister les informations qui sont connues et inconnues. Une des particularités de cet exercice, c'est qu'il ne contient aucune donnée numérique. En fait, c'est assez typique des problèmes complexes. Les informations qui sont considérées comme connues sont celles qui sont listées dans l'énoncé avec des noms. Allons-y donc pour faire cette liste. Je repars depuis le début. Soit au x-axe vertical, au y-axe horizontal, à point fixe de l'axe, coordonnées xa. Donc xa est connu. Point matériel P, de poids mg, donc m et g sont considérés en fait comme connus. M, on le prend comme hypothèse, et g, ça paraît a priori logique. Contraint de rester dans le plan xy. Ça, c'est une contrainte importante que je vais me renoter ici pour ne pas risquer de l'oublier. Ensuite, point O, tige rigide sans masse de longueur L. Donc, la longueur ici est connue, la masse de cette barre, il n'y en a pas. Elle peut pivoter librement autour du point O, d'accord. Point A, ressort de constante élastique K, donc K est connu. Et de longueur à vide nulle, donc on va l'appeler L0. On néglige tous les frottements. Ça aussi, c'est une information importante. Et par ailleurs, c'est la deuxième information qu'on me donne sur des forces dans cet énoncé. On parlait tout à l'heure du poids. Je vais donc commencer la liste des forces qui s'appliquent au système.
Et puis je vais également les représenter sur mon schéma. Donc on a d'abord le poids P. Ensuite, on m'a parlé des frottements, on m'a dit qu'ils étaient négligés, donc je vais le noter. OK. Quelles sont les autres forces qui s'exercent sur mon point P? Vu que j'ai un ressort, j'ai forcément une force exercée par ce ressort. Cette force va être dans la direction du ressort, mais elle va changer de sens en fonction de si le ressort est compressé ou étiré, et donc s'il attire ou repousse le point P. Je vais appeler cette force F, et cette force s'écrit moins K, qui est la constante élastique ici, et ensuite l'allongement du ressort, qui est la longueur à un instant T du ressort, moins sa longueur initiale, multiplié par un vecteur I qui donne sa direction, puisque cette force va être à un moment dans ce sens-là, à un autre moment dans ce sens-là. Ok, quelles autres forces s'exercent sur mon point? Ici, vu que cette barre est rigide, je vais forcément avoir une force exercée par la barre sur ce point qui empêche ce point de se déplacer par là. C'est donc une force de réaction qui va s'exercer dans le même sens que la barre, mais dans la direction opposée. Et je n'ai pas spécifiquement d'informations sur la force exercée par cette barre. Puisqu'on me dit dans l'énoncé que ce point P est contraint de rester dans le plan XY, il n'y a pas de forces qui vont s'exercer dans les autres dimensions que X et Y. Et je pense que j'ai fait le tour des forces qui s'exerçaient a priori sur ce point dans ce plan. Maintenant que j'ai fait ma liste des forces, il faut que je mette à jour ma liste des connus et des inconnus. Donc, au niveau du poids, M et G, je les avais déjà. Les frottements sont négligés, d'accord. Ensuite, la force exercée par le ressort, K, je l'avais déjà. J'avais L0 aussi, mais par contre, je n'avais pas L. Or, L va donc être importante pour qualifier le mouvement de mon point P, et par ailleurs, elle va varier en fonction du temps. C'est donc une inconnue. Et je vais la noter L de T pour bien me mettre en tête que cette inconnue va varier en cours du temps. Maintenant que j'ai identifié les forces, je vais étudier le mouvement de P. Et pour cela, je vais avoir besoin de représenter la trajectoire qui est suivie par P dans le plan. Je vais donc me refaire un autre schéma parce que celui-ci est déjà suffisamment chargé et je vais me concentrer ici sur le mouvement. Je me souviens que ce mouvement est censé être circulaire, va donc ressembler probablement à un cercle et donc il va me falloir un petit peu de place. Ok, donc comme P va être maintenu à distance du point O par la barre rigide de longueur L, on a dit que P aurait un mouvement circulaire autour de O, donc quelque chose qui va ressembler à ça. Donc c'est un mouvement circulaire de centre O et de rayon L. Pour pouvoir décrire ce mouvement, il va me falloir un système de coordonnées. Le système de coordonnées qui est proposé dans l'exercice est un système de coordonnées cartésien. Donc je vais appeler XP la coordonnée de P sur l'axe X et YP la coordonnée de P sur l'axe Y. Donc XP et YP vont varier au cours du temps, ce qui va donner le mouvement de P. Ce sont donc des inconnus également qu'il va me falloir trouver par des équations. Et elles varient en fonction du temps, donc je me les note comme ça. Maintenant, je sais que les coordonnées cartésiennes sont généralement pas les plus pratiques pour manipuler des mouvements circulaires. Et pour les mouvements circulaires, il faut plutôt utiliser des coordonnées cylindriques ou polaires. Vu qu'on a la contrainte que le mouvement de P est dans le plan XY, je n'ai pas besoin de me soucier de la coordonnée Z, donc je peux me contenter de coordonnées polaires. Ces coordonnées s'expriment en général
par un angle et une distance. Alors cet angle, il faut le mesurer par rapport à un repère. Là, il s'agit d'une question de convention. Moi, je peux me le placer de cette manière-là. Je vois que dans l'énoncé, il y a également cet angle qui apparaît ici. Donc, ça paraît être une bonne idée. Et la distance va se mesurer par rapport à l'origine des axes choisis. Or, ici, on voit que la distance entre l'origine des axes ici et P, en fait, c'est L. Et ça va être tout le temps L, puisque cette barre-là est rigide. Donc en fait, cette coordonnée-là ne va pas varier en fonction du temps, elle va être constante. Elle va être égale à L. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'au lieu d'avoir un mouvement décrit par deux équations ici, deux inconnues, en fait, je pourrais le décrire par une seule équation qui est l'angle en fonction du temps, phi de t, une seule inconnue. Et on sait qu'en général, c'est quand même plus pratique d'avoir une seule inconnue que deux dans des systèmes d'équations. Maintenant, il va falloir que je puisse passer facilement d'un système à l'autre système. Je vais donc écrire rapidement les relations qui existent entre les deux. Donc, si je pars de cosinus phi, par exemple, donc le phi est là, le cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, donc l'adjacent c'est xp, sur l'hypoténuse c'est L, d'accord. Ensuite le sinus de phi, sinus ça va être opposé, c'est-à-dire yp sur L, et donc j'en déduis que xp est égal à L cos phi, et que yp est égal à L sinus phi. Voilà, j'ai fait une première analyse de ce problème. Je vous propose maintenant de comparer la liste d'étapes que vous avez obtenue avec celle que vous aviez pour l'exemple simple dans l'autre vidéo. La question que vous devez vous poser est de savoir est-ce que vous voyez des différences entre l'exemple simple et l'exemple complexe qu'on vient de faire. Récapitulons. Après une lecture complète de l'énoncé, je me suis fixée sur le système qui est le point matériel P. J'ai fait un premier schéma. J'ai listé les informations considérées comme connues, celles considérées comme inconnues, c'est-à-dire ici des variables fonction du temps. J'ai listé les forces, je les ai représentées sur mon schéma. J'ai étudié le mouvement de P. Je m'en suis fait une première idée. Et j'ai défini deux systèmes de coordonnées que je peux utiliser pour représenter ce mouvement. Et j'ai défini les équations qui me permettent de passer de l'un à l'autre. Les étapes que j'ai suivies ici sont donc très similaires à celles utilisées pour l'exercice de la balle. Mais dans le cas de cet exercice, il est plus facile de voir à quel point c'est utile, parce qu'il est beaucoup plus difficile de savoir directement comment attaquer ce problème que comment attaquer le problème de la balle. L'étape suivante de la méthode consisterait à lister les différentes approches possibles pour trouver les équations du mouvement de P en fonction du temps. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, en fait, les questions sont faites pour nous guider. Or, la question 1 nous donne tout de suite une indication comme quoi il est nécessaire d'utiliser l'énergie potentielle du système. Il suffit donc de compléter l'analyse en listant les éléments du cours qui s'appliquent à l'énergie potentielle, puis de résoudre, puis de vérifier la réponse obtenue avant de passer à la question suivante. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo en quoi l'analyse détaillée du problème était utile dans le cas des problèmes complexes. N'oubliez pas que les questions des problèmes sont souvent conçus pour vous aider et pour vous guider. Donc les analyser en détail vous donne des informations utiles pour la résolution.